tous les éléments, les mécanismes, comment on va faire comment les différentes phases, comment on va les déployer, comment on va mobiliser les ressources internes, comment on va faire de telle sorte qu'on impulse un nouveau souffle à l'économie. Quand on aura tous ces éléments-là, on pourra vraiment se prendre. Mais les objectifs poursuivis ou le but à atteindre, je crois que tout est clair, comme de l'eau de roche. C'est ça, mais il y a des vents contraires aujourd'hui. Il y a des vents contraires. Les vents contraires, c'est que d'abord, on a un resserrement de l'aide internationale concernant le Sénégal. On a un environnement économique mondial assez mitigé parce que avec la guerre en Ukraine, avec les différentes tensions qu'il y a dans le monde, il y a de moins en moins d'aide publique au développement, mais on a aussi nos problèmes en interne. Nos problèmes en interne, c'est est-ce qu'il y a une adhésion au plan? Parce que le plan est globalement assis sur une fiscalité forte. Quand il y a une fiscalité forte comme ça qui attaque la poche des citoyens, il faut avoir l'adhésion pour que les gens puissent y croire. Donc tout ça, ce sont des vents contraires sur lesquels il faudra travailler pour assurer la réussite du plan. Mais 6 000 milliards en 3 ans, pensez-vous que ce soit herculien? En fait, moi, le calcul des 6 000 milliards même me pose problème. En fait, 6 000 milliards, 5 667 milliards. J'ai essayé d'arrondir. En 2 composants. La première composante, c'est 4 000 et quelques milliards de dépenses qui vont susciter 1062 milliards de fiscalité. C'est pas un bon calcul. On est en train de sommer, d'additionner 2 éléments comptables qui ne sont pas les mêmes. Vous parlez de calcul d'épicier, non? C'est même pas un calcul d'épicier, c'est une erreur mathématique. C'est une erreur mathématique parce que quand vous prenez les dépenses du plan et que vous y ajoutez les revenus fiscaux, vous ajoutez 2 choses qui ne sont pas les mêmes. En lecture comptable, c'est pas la même chose. Ce qu'on aurait dû faire, c'est dire, s'il n'y avait pas le plan, qu'est-ce qu'on aurait dépensé? Et y rajouter les revenus fiscaux pour dire, voilà les dépenses projetées. On ne peut pas prendre les dépenses projetées et y ajouter les revenus fiscaux. On aurait dû dire, voilà la dépense qu'on aurait faite s'il n'y avait pas le plan, voilà les revenus fiscaux et voilà la dépense, les revenus globaux projetés. Et si on faisait ce calcul exactement, on serait autour de 4 000 milliards. Donc aujourd'hui, moi, ce calcul-là... Mais 5 000 milliards, à votre avis, d'où ça sort? À ce niveau de responsabilité, quand même. C'est pour ça, justement, que ceux qui ont bien regardé les tableaux qui ont été projetés disent qu'il y a un flou et un manque de transparence dans certains chiffrages. À ce niveau de responsabilité? Oui, parce que quand vous regardez par exemple les revenus des cessions d'actifs, on a mis un chiffre global. Il y a plusieurs lignes, les lignes ne sont pas détaillées. Dans une présentation PowerPoint, pour un professionnel, tout ce qui n'est pas chiffré, c'est pas clair dans la tête du présentateur. Il a un chiffre global, mais il n'a pas le détail. Si vous n'avez pas le détail, c'est parce que vous ne savez pas comment la répartition se fait. Et c'est justement sur un secteur qui est d'une importance capitale. Parce que quand on fait de la cession d'actifs, on doit prendre tous les garanties possibles pour que demain, il n'y ait pas de risque de glissement. Parce que vous avez un terrain, vous le donnez en location sur une certaine période. Au bout de la période, on l'a vu ici au Sénégal, beaucoup d'immeubles qui ont échappé à l'État parce que les contrats n'étaient pas bien verrouillés, parce qu'il n'y a pas eu de surveillance, etc., etc. Donc il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans ce chiffrage et qu'on soit beaucoup plus clair pour ne pas tomber dans l'illusion. Parce que dire que je veux 100 milliards sur ce point, et qu'on a 5 lignes et qu'on ne sait pas comment répartir les 100 milliards sur ces 5 lignes, demain on peut se retrouver avec 50 milliards sans s'en rendre compte. Et ce manque de rigueur dont vous évoquiez tantôt au plan mathématique, est suffisant pour brûler tout le plan? Non, moi je ne brûlerai pas tout le plan. Je dis que il y a le plan. Encore une fois, les objectifs sont nobles et sont atteignables à un certain niveau. Je pense qu'il faut le réanalyser. En tout cas, si c'est pas... Moi, j'attends d'avoir le document définitif carrément. Mais ce que je sais,
dans les premières analyses que j'ai faites sur le plan, c'est que le déficit budgétaire ramené à 3%, on ne peut pas l'atteindre sur cette période. Ah bon? Dans les calculs que je fais, je suis autour de 5,5%. Mais 3%, ils ont 3%, c'est du charabia, c'est du charabia. C'est du charabia. Trop ambitieux. Oui. C'est trop ambitieux. Ensuite, dans la... mais 3%, c'est pas irréalisable aussi. Pas dans la période. C'est pas irréalisable, mais pas dans la période. Parce que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Un plan de redressement se fait dans le temps. Il ne se fait pas tout de suite. On ne peut pas se lever et dire on va faire ça tout de suite. Parce que ça prend du temps, ça demande de l'adhésion, comme je l'ai dit tantôt. Si vous prenez la mobilisation fiscale, on vous détaille les sources de revenus. Et on vous parle du mobile money. Le mobile money, on ne peut pas le déployer tout de suite. Déployer le mobile money tout de suite, c'est faire tout le contraire d'un redressement. C'est impacter de façon très négative les couches les plus vulnérables du pays, parce que c'est eux qui utilisent le mobile money. Si on se met à taxer les téléphones portables, on va impacter les couches les plus vulnérables. Ce sont des jeunes, des gorgorlous qui vendent le téléphone portable un peu partout. Donc si vous mettez des taxes, on vous dit on va relever l'âge d'importation des voitures de 8 à 10 ans. Mais dans le même temps, on vous dit qu'on va relever la valeur douanière, la valeur fiscale des voitures importées de 10%. Où est la bizarrerie alors? La bizarrerie, c'est qu'on dit on va aider le gorgorlo à acquérir une voiture, mais dans le même temps, on va lui demander de payer plus cher pour dédouaner cette voiture. Or, on dit dans l'un des axes les plus importants de la vision 2050, c'est l'industrialisation de notre économie. Vous voulez industrialiser une économie et vous voulez en même temps importer des voitures d'occasion, c'est une contradiction. Donc il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse sur le plan, et nous on réfléchit sur, on va faire une note stratégique d'ailleurs au président de la République pour lui proposer un plan alternatif. Une note stratégique, toujours alternatif au plan actuel. Voilà, avec des objectifs beaucoup plus smart qui permettront quand même de mettre en place un dispositif pour atteindre une partie des objectifs sur la période et en même temps faire de telle sorte que les populations adhèrent à ce plan. Donc ce plan-là pose un problème par rapport aux populations. Mais certains parlent même de répression fiscale. Est-ce que c'est pas aussi un projet en sorcellerie? C'est pas de la répression fiscale, mais c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif parce que c'est construit par des gens qui ne pensent qu'à la fiscalité. Ils n'ont pas une vision portefeuille de l'État. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Si, ils peuvent faire autrement si c'est inclusif. C'est pour ça que je parle d'inclusivité. On ne peut pas, dans un pays, préparer un plan de redressement économique et social sans impliquer les populations et le secteur privé. Et c'est pas inclusif ça? Non, parce que le secteur privé l'a dit hier, ils ont dit qu'ils n'ont pas été impliqués, on ne leur a pas posé de questions, on ne leur a rien demandé. Donc si vous voulez impulser l'agriculture, impulser l'industrie, accélérer la production sans impliquer les acteurs du service privé, mais vous n'irez nulle part. Parce que regardez toutes les assises qui ont été augmentées sur certaines productions, sur la cigarette, sur beaucoup de choses. Si ces gens-là arrêtent d'investir, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est escompté, on ne l'aura pas. Et le risque est réel. Le risque est réel. L'industriel ne va pas dire je vais arrêter d'investir, mais aucun industriel n'investit pour perdre de l'argent. On dit que on va fiscaliser sans impacter le consommateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque vous allez mettre une taxe sur le mobile money, ça va impacter directement le consommateur parce que la taxe que vous allez mettre, ils vont le répercuter sur le coût. Donc aucun industriel, aucun acteur économique, aucun investisseur ne va mettre de l'argent pour en perdre. Si aujourd'hui ma marge brute c'est 10%,
si vous me mettez quelque chose de nouveau qui impacte ma marge brute, je vais augmenter mes coûts pour pouvoir garder ma marge brute. Donc il faut s'attendre quand même à une fluctuation des prix de certaines choses. Automatiquement. Tout ce qui sera taxé sera revu à la hausse. Les coûts seront revus à la hausse. Tout. Mais oui, mais c'est des choses quand même où on pouvait ne pas éviter, parce que en arriver à ces choses choisies pour tirer des dividendes, ça veut dire que ça a été quand même un peu bien pensé. Moi, je pense que la taxe sur le mobile money, on peut le suspendre sur la période et le remplacer par autre chose. Comme quoi? La taxation sur les produits de luxe. C'est-à-dire? Tout ce qui est produit de luxe, la grande joaillerie, les véhicules de luxe, etc. Les bijoux, tout ça. On ne doit pas taxer ce qui est fondamental dans la consommation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des bijoux. Hein? Il y en a beaucoup. Regardez tous les là, qui roulent. Il y a des Lamborghini, on voit des AMG qui roulent au Sénégal tous les jours. Moi, j'ai vu des Tesla dernier cri au Sénégal. Donc, il y a des produits de luxe sur lesquels on peut s'appuyer pour taxer. Et ce sont des gens qui sont en mesure de payer ces taxes-là parce qu'ils ont des moyens. Donc, il faut éviter d'asphyxier le petit consommateur. Il faut éviter de ghoster le petit gorgorlou. Parce que le jeune vendeur de téléphone qu'on va essayer de taxer, il va disparaître, il va rouler sous les radars. Il va utiliser la fraude pour gagner sa vie. Ah, ça peut aussi créer des moyens de fraude. Voilà, ça crée des moyens, en fait, des tentations de fraude. On veut éviter la fraude et on l'impulse parce qu'on a pris de mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis taxer, d'accord, mais taxer de façon ciblée et intelligente. Donc, en faisant ça, on peut gagner des revenus endogènes sans pour autant asphyxier les Sénégalais et les pousser à ne pas adhérer. Mais la notion d'urgence quand même brandie pour aboutir à ce plan, vous acquiescez? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les urgences en matière d'économie. Ben oui, mais on parle de 4e sous-sol, chiffres falsifiés et tout ça là. C'est un ensemble de choses quand même qui plongent le pays un peu dans une situation assez carabineuse qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir sauver les meubles. C'est ce qu'on dit. En matière de communication, les déclarations contre-productives ont l'été. Déclarations contre-productives. C'est-à-dire quand on se lève et qu'on dit que le Sénégal a caché une dette, etc., est-ce que c'est utile de le dire? On le sait. Mais non, mais quand on a choisi de tenir un discours de vérité aussi, c'est une option. C'est quoi un discours de vérité? C'est ça le problème. En matière de management, il n'y a pas de discours de vérité. Il y a quoi? Il y a des objectifs à atteindre et ces objectifs, on les atteint en utilisant les outils qu'il faut. Quand vous dites qu'il y a une dette cachée, et que cette déclaration plonge le pays dans un marasme économique. Vous pensez que cette déclaration coûte cher au Sénégal? C'est la seule chose qui nous a mis dans cette situation.